Salut Tarek, Salut, ça va JC? ça va super et toi? Très très bien, Merci de m'accueillir dans ton atelier avec plaisir. à Marseille. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ouais, bien sûr. Tarek Benaoum, je suis peintre calligraphe. Voilà, j'ai mon atelier qui est à Marseille, au Couvent. J'ai commencé la calligraphie avec le graffiti, c'est ce qui m'a donné vraiment cette passion pour la lettre. J'ai fait 4 ans d'études dans ce qu'on appelle le Scriptorium de Toulouse, qui était un atelier privé d'art graphique spécialisé dans la calligraphie à Toulouse. Voilà, j'ai commencé dans les années 90, 95, plus graffiti classique, old school, voilà, des années 90. Qu'est-ce qui t'amène à créer aujourd'hui? L'amour de la lettre encore, le fait d'être libre, l'envie de laisser une trace, de faire des grands murs, de faire des beaux projets, d'avoir cette sensation de créer, d'avoir du bonheur dans la création surtout. Moi, je ne suis pas un artiste qui crée dans le malheur ou qui crée dans un truc un peu malsain. Non, non, j'ai besoin d'être bien dans ma tête, d'être bien construit, d'avoir ouais, cette sensation de bonheur et d'apaisement quand on crée. C'est une sorte de méditation en fait. Voilà, la calligraphie, la peinture, c'était vraiment en relation avec toi-même et la toile. C'est très important pour moi. C'est une recherche d'harmonie. C'est une recherche d'harmonie, ouais, de bien-être, mais d'une sorte de méditation, ouais, d'introspection aussi, ouais, je pense. Est-ce que tu arriverais à décrire le moment où une œuvre naît? Alors, c'est d'abord un questionnement, une idée, une forme graphique que j'ai envie de travailler. De cette idée, on essaie de la concrétiser, donc du coup d'amener cette idée sur la toile, d'une façon ou d'une autre, hein, et, euh, et d'avoir ensuite le geste, la trace et l'application picturale de cette idée, quoi. Cette idée, elle naît de textes, tu te nourris de textes notamment. Elle a pu naître d'un texte ou d'une émotion ou vraiment d'un bout de texte qui m'a parlé, qui m'a vraiment ému. Donc du coup, je pense que c'est vraiment cette émotion-là que j'essaye de retranscrire dans mes toiles, dans mon travail. Et cette émotion-là, en fait, inconsciemment, c'est la main qui sait avant la pensée. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que cette main travaille avant la réflexion. C'est ton geste qui enclenche le début de l'œuvre en fait. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que toi tu cherches à travers ton geste? Une recherche picturale, une recherche graphique assez esthétique, une imbrication de lettres et de couleurs aussi, parce que la couleur est très importante dans mon travail. C'est vraiment de jouer avec tout ça, quoi. Le fait que tu aies développé cette technicité aujourd'hui, cette maîtrise, est-ce qu'aujourd'hui tu cherches davantage à obtenir une forme de lâcher prise? Est-ce que c'est Ouais, alors c'est vrai que sur les écritures hybrides que j'ai inventées ou que j'ai travaillées depuis quelques années, il y a ce lâcher-prise, il y a cette volonté de ne plus avoir de ductus. Le ductus, c'est vraiment la construction de la lettre répétée avec le même mouvement à chaque fois. Et là, c'est vrai que sur ces écritures-là, j'ai ce besoin de lâcher prise, d'être plus simple, plus efficace, sans trop y penser en fait. C'est vraiment la main qui parle, la gestuelle. C'est vraiment la main qui danse et qui va faire la trace toute seule, sans vraiment de réflexion. Alors bien sûr, j'ai mon schéma qui est déjà là, j'ai ma construction de la lettre qui est déjà là. c'est une forme d'improvisation? C'est complètement une forme d'improvisation. Ouais. Comme un enfant, quoi. Ouais, Comme un voilà, ouais. enfant, Ouais. d'être finalement dépourvu De règles, de règles, de contraintes. contraintes mentales et de ce qu'on t'a appris, de pouvoir aussi, c'est hyper intéressant aussi de pouvoir déconstruire tout ce qu'on t'a appris et de revenir un peu à l'essence même de la calligraphie. Ouais. Là, tu parles de danse. Est-ce que c'est une façon finalement de retrouver ton instinct? Et pour toi, ton instinct, tu vas aller le chercher à travers des gestes plus libres, en fait? Ouais, alors il y a une certaine liberté, mais il y a aussi la construction de la lettre qui est déjà là avant, donc du coup c'est vrai que bon, c'est une liberté un peu réservée. Oui. Mais
Ouais, finalement, tu parles de danse, finalement, c'est un peu comme si tu disais, il y a deux, il y a deux personnages. Il y a d'un côté le personnage qui structure et après, tu as le personnage plus libre. Et en fait, c'est un peu une danse entre les deux, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment une danse entre deux danseurs, deux chorégraphes. Donc il y en a un qui est plus structuré, de chorégraphe, de danseur, et il y en a un autre qui est beaucoup plus libre, qui est un peu plus foufou, un peu plus freestyle, voilà, ouais, complètement. Comment tu sais que ton œuvre est terminée? Comment tu définis que ton œuvre est terminée? Elle est très structurée, très normée, très quadrillée, mais il y a cette improvisation de la lettre, dans la lettre, qui est hyper importante, qui est très libre pour moi. Et ensuite, elle est terminée bah, quand la toile, bah, déjà est remplie, ou quand le cercle est rempli. Quand je pense que voilà, c'est harmonieux, que le cercle est harmonieux, ou quand le cercle est voilà, vraiment cette densité, cette harmonie qui me plaît et voilà, c'est plus une esthétique en fait visuelle. Est-ce qu'il t'arrive de déroger à ce que tu avais prévu? Ouais, souvent. C'est vrai que j'ai d'abord l'idée en tête, je fais un petit croquis très rapide et ensuite, ben, après, j'improvise. Est-ce que c'est une façon aussi de vouloir te surprendre? Est-ce que tu prends, parce que tu parlais de bonheur dès le début, tu dis que c'est ça finalement qui te motive, en tout cas qui est à l'origine de ton travail d'artiste. Est-ce que tu y trouves aussi du bonheur parfois dans la surprise, dans quelque chose que tu Ouais, n'attendais pas? ouais, bien sûr, bah, justement, les erreurs, le fait de ne pas avoir prévu quelque chose et que cette erreur ou cette calligraphie qui n'était pas prévue là se trouve là et s'imbrique très bien avec le reste. Ouais, non, non, c'est vrai que l'improvisation et l'imprévu est plus important maintenant. Voilà, ça joue quand même, ouais. Est-ce que tu pourrais décrire la relation que tu as avec la matière que tu utilises? Depuis quelque temps, j'utilise pas mal un autre médium qui s'appelle le Fermacell, qui est une espèce de BA13. C'est un matériau de construction. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet vraiment aussi de déconstruire cette forme, voilà, qui est la toile, qui est un support classique, un médium classique, où je m'ennuie un peu. Je trouve ça intéressant d'avoir cette découpe, comme si on prenait un bout de mur qu'on avait arraché de la rue ou d'un atelier ou de n'importe, et de pouvoir le remettre chez soi avec cette forme un peu hybride, un peu comme mes calligraphies d'ailleurs, ces formes un peu où il n'y a plus de géométrie, il n'y a plus de cases en fait, c'est vraiment très comme une map, comme un bout de carte, un bout voilà, de terre, de territoire, un morceau de territoire exactement. C'est aussi ce lettrage, cette calligraphie que tu as inventée, finalement, elle vit différemment sur un support qui n'est pas lisse. Oui, non, c'est vrai que la calligraphie, je pense elle prend un peu plus de densité, elle prend un peu plus de poids, parce qu'une toile, c'est quand même, ça reste quand même assez lisse, assez propre, assez léché. Et cette densité, ces aspects, toutes ces aspérités, bah, font que je pense que la calligraphie vit plus. Du fait que tu viens du graffiti, comment tu décrirais ton rapport justement avec la bombe aujourd'hui dans un contexte justement d'atelier? Bah, la bombe a toujours fait partie voilà, de mon processus créatif, hein, que ce soit le graffiti, pour faire des fonds sur mes toiles ou sur mes œuvres. Du coup, j'utilise beaucoup plus des bombes à l'eau qui sont miscibles entre elles pour avoir un fond, pour avoir un travail d'abstraction en fait, qui est vraiment aussi important que la lettre. On se nourrit un peu aussi voilà, de ce qu'on a toujours fait, de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a su faire. J'utilise plus la bombe comme un spray, mais comme de l'encre. Et ça, c'est hyper important parce que bah, pour la calligraphie, l'encre, bah, c'est ce qui donne la vie, quoi. C'est ce qui donne voilà, le sens. Qu'est-ce que le temps change à ton travail? Je pense que quand j'ai une idée précise pour une idée de toile, je la note, je fais des croquis, et donc du coup, c'est vrai que j'essaie de suivre cette idée pour voir si on va jusqu'au bout ou pas.
Généralement, on va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Mais cette part de temporalité, elle est... je veux dire, je peux faire une toile en 2 jours, comme je peux faire une toile sur plusieurs étapes. Parce que déjà, bah, il y a les temps de séchage, il y a les temps de réflexion aussi. Donc du coup, ça dépend vraiment de chaque toile. Par exemple, bah, en ce moment, je suis en train de faire une toile, je mets une semaine à la faire parce que bon, bah, j'ai ce besoin-là de réfléchir, d'avoir... Je te coupe, mais tu parlais de méditation. Est-ce que autant une fois que l'œuvre est terminée et que finalement tu la reçois toi aussi, est-ce que dans le travail et dans ces différents temps, on va dire de la réalisation de l'œuvre, est-ce qu'il y a aussi des temps de méditation? Bah, le temps de méditation, il est après... il est quand je rentre à la maison, par exemple, ou quand je suis en dehors de l'atelier. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a toute cette réflexion qui revient encore et qui amène peut-être à d'autres pistes ou à vraiment, ou alors confirmer cette idée que j'avais en tête pour cette toile ou pour ce mur ou pour tel projet. Mais il y a tout un process. De toute façon, il faut laisser sécher la peinture. Il faut que les pigments aussi voilà, fassent leur travail. Il faut que les pigments ne ressortent pas trop quand on passe à une deuxième couche, par exemple. Voilà, il y a tout un process qui est plus long, en fait, en travail d'atelier, forcément. Maintenant, c'est vrai que j'essaye d'aller plus en confrontation avec la toile, c'est-à-dire d'être plus simple, d'être plus efficace. En tout cas, je trouve qu'il y a il y a un aspect totalement expérimental. C'est un Bah, peu ce que tu recherches ouais, du oui, coup à oui, travers ton travail complètement, d'atelier, complètement. quoi. En fait, c'est le travail du pigment, ouais, des pigments. Il est très aléatoire. Ouais, c'est vraiment instinctif. On balance des pigments et puis on voit comment ils réagissent entre eux. C'est très instinctif, c'est très spontané, c'est très. Il y a une part de hasard en fait qui se crée, qui est là, quoi. On laisse parler les matières, quoi. Et puis après, il y a la construction ensuite de la lettre derrière qui vient vraiment encadrer tout ça, quoi. Qui vient vraiment encadrer toute cette partie hasardeuse des pigments et des bombes à l'eau, quoi. Qu'est-ce qui reste pour toi de la main une fois que c'est terminé? Bah après, il reste la technicité pour moi de la calligraphie, cette technicité, cette écriture hybride que j'ai inventée. C'est plus un travail de réfléchi, c'est vraiment très instinctif, c'est la main qui parle. J'ai même plus besoin de réfléchir quand je fais mes écritures parce que voilà, elle est inscrite dans la main justement, cette écriture-là. Et puis elle se laisse couler, elle se laisse aller en fait avec le mouvement, avec le texte que j'utilise, avec, euh, avec les formes que je veux lui donner. Donc du coup, c'est vrai que la main, voilà, elle est présente dans l'écriture, en tout cas. Elle est très présente dans l'écriture, mais elle est beaucoup moins réfléchie parce que à un moment donné, bah, j'en avais marre d'avoir ce ductus, cette forme à chaque fois de la lettre voilà, il faut avoir voilà, une structuration de la lettre. Et du coup, moi, je trouvais ça intéressant justement de plus réfléchir à ça, d'avoir ce truc très libre, d'avoir ce truc très instinctif dans la construction de la lettre, dans la construction de la calligraphie. C'est vrai qu'il y a tout ce background, il y a tous ces 30 ans de calligraphie qui sont derrière, donc du coup, qu'est-ce qu'on apporte tout ce bagage du graffiti aussi qui est là. C'est des calligraphies atypiques, c'est des calligraphies hybrides que j'utilise, c'est vraiment un mélange de graffiti, de calligraphie abstraite, de calligraphie hybride, mélange d'arabe, d'amérindien. Chez toi, c'est presque davantage l'empreinte de ton histoire et de ta personnalité finalement. Ouais, je pense, ouais, ouais. Bah, on en revient toujours aux origines ou aux voyages qui ont pu me construire, forcément. Aux rencontres aussi que j'ai faites de grands calligraphes comme Kitty Sabatier, voilà. C'est mes rencontres, ouais, c'est mon originalité, c'est un peu tout ça, ouais. Qu'est-ce que l'art devient pour toi dans un monde où tout peut être généré en quelques secondes?
Je me suis jamais posé la question. En fait. Oui, je sais, mais c'est pour ça que cette question-là, on peut prendre le temps. Parce ouais, que, ouais, je me suis jamais évidemment, posé la question parce que pour moi, ce que je fais, ça peut pas être. Je pense pas que ça peut être fait par l'IA ou par des. c'est, dans l'art, c'est qu'on s'adresse finalement aux autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui paniquent un petit peu par rapport justement aux capacités qu'ont l'IA, mais la question c'est, est-ce que c'est de l'art? Non, je pense pas, non. C'est une forme d'art, mais c'est une forme un peu galvaudée, quoi, on va dire ça. C'est une forme un peu fausse, quoi. Parce que justement, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour, il n'y a pas d'âme, quoi. Il n'y a pas d'âme, si ce n'est l'âme de l'intelligence artificielle Qui n'a pas d'âme. qui n'a pas d'âme, voilà. Qui n'a pas d'âme, et on est d'accord. Parce qu'il y a toujours l'humain qui rentre en compte et le vécu et L'émotion, l'émotion je pense qu'on peut être surpris par l'IA, mais est-ce que l'artiste qui laisse finalement sa trace, comme tu disais te concernant, ouais. est-ce que ça c'est quelque chose que l'IA peut reproduire? Il y a toutes ces histoires, tout ce vécu, ce background, toutes les origines qui rentrent en compte. Donc du coup, je pense il y a toutes les faiblesses de l'humain aussi, Les sentiments. les sentiments, les émotions. C'est ça qui fait une œuvre vivante pour toi? Ouais, je pense, ouais. Les fêlures, le bonheur aussi, justement, voilà, où tout ça se sent dans une toile. Toutes ces émotions qui rentrent en compte, qui forcément l'IA. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai un artiste qui me disait ça se voit tout de suite quand. Elle est même artiste, mais elle disait ça se voit tout de suite quand un artiste ne fait pas une œuvre par amour, pas forcément par plaisir, bonheur ou joie, parce que parfois on est habité par une émotion que même on n'arrive pas à définir. Mais elle disait ça se voit tout de suite quand il n'y a pas d'amour dans une toile. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée? Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Ça se ressent, ouais. Donc ça, finalement, qu'est-ce qui fait pour toi une œuvre vivante? C'est finalement le sentiment qui... C'est toutes les faiblesses et les forces qu'on peut mettre dans ce geste, dans la peinture, dans le trait, dans les couleurs, c'est tout ça. La vie d'une toile passe par le fait d'être vue. D'être vue, oui, bien sûr. Oui, d'être montrée au public, d'être montrée qu'elle s'impose, ouais, bien sûr. Aussi le but aussi des murs, hein, c'est un peu égoïste, mais c'est vrai que quand on fait un mur, on l'impose aux gens. Quand on fait un énorme mural, un truc, on l'impose sa vision, son idée, ses écritures, son background. On impose aussi peut-être un état d'esprit, parce que moi, c'est vrai que mes écritures sont un peu arabisantes, sont un peu ethniques, sont un peu universelles. Donc du coup, c'est vrai que tu imposes un peu cette vision aux gens. Et c'est important aussi de faire justement, de montrer un peu voilà, qu'on on est un peu dans de faire le pont entre l'Orient et l'Occident, d'avoir cette écriture un peu hybride, ce que j'appelle l'écriture alien, d'avoir cette écriture un peu, voilà. À la croisée des chemins. À la croisée des chemins, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on peut encore parler d'aura dans l'art contemporain? Je fais vraiment la différence entre art urbain et art contemporain. Et les galeries le font. Mais parce que toi, tu te classes dans l'art urbain, par exemple? Je viens du graffiti, donc forcément, ouais, je fais beaucoup de murs, je fais beaucoup de choses dans la rue. Tu es un artiste contemporain. Je suis un artiste contemporain, mais on n'est pas considéré comme tel. On n'est pas du tout considéré comme tel. On est mis dans des cases, street art, art urbain, appelle comme tu veux, mais non, on n'est pas représenté dans l'art contemporain, non. Est-ce que ça, c'est pas justement une façon de parasiter l'aura des artistes? Est-ce que c'est juste? C'est juste, nous on est dans l'action, on a toujours été là-dedans. Dans le graffiti, on faisait avant de réfléchir aux conséquences. Donc
Quand tu allais faire un train, un métro, un toit, on réfléchissait pas trop, on avait ce besoin de le faire. Et donc du coup, c'est vrai que dans mon travail, ça reste toujours cette envie, ce besoin de laisser une trace, de cette spontanéité, de cette fougue. Après, c'est vrai que moi, j'ai une pratique artistique de par le graffiti qui est très spontanée, comme disait Brassailles, c'est un cri de l'âme, hein, le graffiti. Hein. Donc du coup, on, on avance sans réfléchir en fait. On réfléchit pas trop. On fait les choses. On pose sa marque. On laisse des traces, calligraphiques ou pas, et on laisse une trace. Et le discours vient après. Le discours vient après, ouais, je pense. Alors que je pense que c'est le contraire dans l'art contemporain, où vraiment le discours est plus important que la pratique. Finalement, est-ce que une forme aussi de snobisme, moi ce que j'appelle pseudo-intellectualisme, parce qu'honnêtement, à mon humble avis, il y a aussi beaucoup de choses dans l'art contemporain qui ne sont pas aussi profondes qu'elles cherchent à le... Qu'elle cherche Voilà, à le dire, ouais, bien sûr. voilà, Ouais. c'est pour ça que Bon, après, tu vas te mettre des gens à dos, hein, mais... Quand la question, c'est déjà le cas, mais quand la question, quand je dis c'est déjà le cas, c'est que effectivement cette césure entre l'art urbain et l'art contemporain, il y a un peu une forme de un peu de snobisme, De snobisme, ouais, complètement. Parce que effectivement le succès de l'art urbain a, je pense, à un moment donné un petit peu dérangé aussi les sphères de l'art contemporain, alors que pourtant des artistes comme Banksy, Ouais. pour pas le nommer, ont pourtant été tout en haut de l'affiche. Bien Et sûr. c'est là pour le coup, on va dire une synthèse de l'art urbain. Enfin, Ouais, je veux ouais, dire, complètement. Ouais. je veux dire, Ouais. voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que finalement, est-ce que l'aura aujourd'hui d'un artiste contemporain, est-ce qu'il n'est pas parasité par un marché, un système qui manque D'ouverture ouais, Ouais, de je pense, sincérité, oui, quoi. de sincérité, d'ouverture, ouais. Parce que notre démarche, elle est sincère, en fait. Elle a toujours été, que ce soit dans le graffiti, ou dans la calligraphie, ou dans ce qu'on a envie de donner aux gens. Elle a toujours été sincère, je pense. Est-ce que cette sincérité, ce besoin aussi, je pense, de rencontrer ton public, c'est une des raisons qui t'a amené à rejoindre Viandalisme? Qu'est-ce qui m'a amené à rejoindre le journalisme? Déjà le personnage, déjà la personne qui l'a créé, c'est-à-dire toi, et cette sincérité, on en revient là, cet amour aussi de l'art, je pense, et du street art, enfin de l'art urbain, et des gens aussi, je pense que c'est foncièrement ça qui m'a amené à collaborer avec toi, et cette sincérité, ouais. Et sur le modèle, C'est hyper ingénieux en fait parce que ça s'est jamais fait, ça s'est jamais. Il y a du leasing, ça existe hein, le leasing, mais pour les sociétés, pour les trucs, mais en fait c'est très, c'est pour faire de la défisque et pour. Après c'est vrai que de toucher des gens qui n'ont pas forcément accès à l'art ou des gens qui sont un peu avertis. Bon, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Il faut un peu démocratiser ça. Et je pense que Viandalisme amène ce modèle-là. est-ce que tu aurais une phrase pour conclure? Ah, oui, une phrase de James Allen, les rêveurs sont les sauveurs du monde. Je suis partant. Allons-y. Rêvons et Rêvons et sauvons le monde. merci Tarek. Avec plaisir, merci Agis. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.